Alors, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue dans la bibliothèque Pierre-Sancartier du Collège Saint-Alexandre. Alors, aujourd'hui, vous êtes présent ici avec moi pour une entrevue avec vous sur votre legs à la ville et une sorte de recap des 2 derniers mandats. Alors, sur ça, on va passer directement à la première question. La première partie de l'entrevue va plus être dans des questions un peu plus générales sur les 8 dernières années. Alors, ma première question, c'est selon vous, quelles sont les plus grandes réalisations que vous avez accomplies en tant que maire? C'est assez difficile de répondre à cette question-là parce que, évidemment, on pense toujours qu'il y en a plein. C'est ça. Mais je dirais que celle dont je suis le plus fier, c'est vraiment le rayonnement de Gatineau. Souvent, on va parler d'une infrastructure quand on parle de notre legs, mais pour moi, c'est vraiment que Gatineau, c'est la 4e ville au Québec. Puis avant, on avait l'impression que c'était plus un slogan que de réalité. Alors que là, on prend notre place. On parle de nous, les médias nationaux s'intéressent à nous. On prend notre place dans les grands débats nationaux qui touchent le municipal ou même d'autres domaines. Puis ça, moi, j'en suis très, très fier. Parce qu'on pouvait voir aussi que Gatineau c'était la 4e plus grande ville au Québec, mais quand on faisait une revue de presse ou une liste des villes les plus importantes au Québec, on faisait Montréal, Laval, Québec, puis Montréal, Québec, Laval, puis Sherbrooke directement. On passait pas par Gatineau. Alors, vous avez vraiment mis plus Gatineau, vous avez fait passer de ville à cité, comme le titre de votre livre. Puis j'imagine que c'est aussi la réalisation dont vous êtes le plus fier. Oui, je dirais qu'il y a un autre élément à ça, parce que c'est pas rayonner pour rayonner aussi, c'est ce que ça donne. Puis ce que ça donne, c'est de la fierté. Les gens, je pense, sont plus fiers de leur ville aujourd'hui. Moi, je ne m'oublierai jamais un monsieur à Elmer qui était venu me faire un câlin, parce qu'il dit je vous ai vu dans le Globe and Mail, puis moi, ça fait des années que je rêve que ma ville joue un certain rôle. Puis j'étais, je pense, au caucus des maires des grandes villes canadiennes. Puis ça, cette fierté-là, c'est pas juste un bon sentiment. C'est des gens que, quand il y a une crise, ils se mobilisent plus, ils ont le goût d'aider leurs voisins, leur maison est plus propre. Cette fierté-là, ça donne des résultats concrets dans la ville. On est vraiment passé, en gros, de ce que je comprends, c'est vous pensez qu'on est vraiment passé d'un point de vue de les gens sont un peu détachés de leur ville à les gens aiment vraiment plus leur ville et s'attachent à cette identité-là? D'une certaine façon? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est une ville jeune, là, une ville qui va avoir 20 ans en janvier prochain, c'est jeune. Donc, les gens s'identifient beaucoup à l'ancienne ville. Puis, je dirais que Gatineau devait faire ses preuves, devait donner confiance aux gens. Puis, je pense que c'est ça qu'on a fait. Je dis on parce que c'est pas tout seul, là. C'est ça qu'on a fait, de dire, on est capable de penser grand puis de faire des grandes choses à Gatineau. Est-ce qu'il y a, dans le même ordre d'idée, mais un peu à l'inverse, est-ce qu'il y a des dossiers que vous regrettez un peu de ne pas avoir réussi à mettre à terme, à réussir à accomplir? Oui, il y en a toujours. C'est difficile de parler de ça parce qu'on prend des décisions dans un contexte particulier, puis on vit avec nos décisions, mais des dossiers comme l'Office de consultation publique de Gatineau, ça a l'air un peu pointu, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est quand on consulte le monde, c'est la ville qui consulte par rapport à ses propres projets. Ça fait que des fois, on n'a pas le goût de se faire dire que c'est pas bon notre affaire. Surtout si ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait qu'un office, ça serait à part de Gatineau pour faire ces consultations-là. Ça a vraiment, en fait, ça a avancé à pas de tortue. On a un règlement, on a toutes sortes d'affaires qui sont prêtes, mais il faut changer la charte de la ville pour être capable de le faire. C'est ça, c'est plus difficile à aller. Ça va être fait idéalement, si les choses vont bien, en 2022. OK. Mais ça, c'est un regret. Moi, j'avais fait cette promesse-là en 2013. C'était une de vos premières promesses, puis c'est un regret de ne pas le voir, puis vous pensez, est-ce que c'est quelque chose qui va se passer ou c'est quelque chose qui va être décidé par la prochaine administration? Moi, je pense que peu importe qui est élu, ça va se faire. Okay. Les gens reconnaissent le besoin. Est-ce qu'ils vont le financer à bonne hauteur? Tout ça, on verra bien. Mais le principe, je pense que tout le monde en reconnaît l'importance. Les gens sont d'accord unanimement sur le principe, c'est juste les détails qui vont rester à peaufiner, en gros. Est-ce qu'il y a, dans les dossiers que vous avez accomplis,
est-ce qu'il y en a certains dont le résultat n'est pas nécessairement ce que vous aviez pensé qui n'était pas nécessairement à la hauteur de vos attentes? Il y a des dossiers qui n'ont pas avancé assez vite. Là. Il y a des dossiers, par exemple, la bibliothèque, c'est une belle place pour en parler. Oui, c'est ça. On a commencé au premier mandat avec un affrontement entre les bibliothèques et l'asphalte. C'est moyen. Ça donnait une idée de la complexité politique d'investir dans les bibliothèques. On va avoir réussi à en faire une nouvelle bibliothèque dans le plateau. Les travaux commencent cet été. En fait, sont à peu près commencés à Elmer pour la bibliothèque Luciferis. Puis, mais j'aurais aimé ça aller plus loin. L'agrandissement de la bibliothèque Guy-Sange, ça va probablement être le prochain mandat. La grande bibliothèque, ça reste un grand projet. Ça fait que ça a avancé, j'en suis fier, mais j'aurais aimé ça que ça avance beaucoup, beaucoup plus vite. Dans une ville comme Gatineau, qui a été longtemps centrée sur l'asphalte, comme vous dites, ça a été vraiment un changement complet de mentalité qui a dû être créé chez la population et chez les élus à la table du conseil. Oui, puis c'est ça le défi, puis c'est une des choses que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, on peut concevoir la ville comme une corporation qui donne des services. Bon, quand on pense à la ville comme ça, on voit des nids de poules et on dit c'est ça la priorité. On peut aussi penser à la ville comme un outil dans les mains d'une communauté humaine pour faire plein d'autres affaires. Tu sais, une bibliothèque, là, c'est donner du bonheur aux gens, c'est investir dans la matière grise, donc dans l'avenir notamment économique. Une bibliothèque, c'est toute la famille, c'est des ados, c'est des enfants, c'est des parents, c'est des grands-parents. Tu sais, c'est de la qualité de vie pure. Mais pour beaucoup de gens dans le municipal traditionnel, c'est du luxe. Alors que pour moi, c'est plus essentiel. Quand je dis ça, je perds des votes, là, mais c'est plus essentiel que des routes lisses. Oui, là. définitivement. L'avenir se joue dans la bibliothèque, pas sur les pare-chocs des autos. Puis aussi, comme vous dites dans votre livre, les bibliothèques, c'est pas nécessairement juste un endroit où tu vas emprunter des livres. C'est aussi c'est vraiment un endroit de milieu de vie pour le savoir et l'éducation de la population. En fait, c'est de moins en moins un endroit où on va chercher des livres. Ça reste le cœur de l'affaire quand même. Là. Puis, mais c'est un milieu de vie. Puis on le voit là, ici, là, les fins de semaine, les bibliothèques sont pleines. C'est des familles qui sont là. Quand on visite les bibliothèques modernes, là, comme celle du plateau, où il y en a une qui était Marc Favreau à Montréal, c'est extraordinaire. Il y a maman qui lit le journal, il y a papa qui regarde des revues, il y a le bébé qui mange un petit livre en plastique dans le coin des bébés. Puis il y a l'ado qui joue, qui a accès à un ordinateur. Ouais. C'est vraiment un milieu de vie, puis pour moi, c'est vraiment précieux. Mais ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Puis là-dessus, j'aurais travaillé fort, mais je pense qu'on est passé comme on dit, du bon côté de la force. Je pense que les gens ont vu l'intérêt. Le changement de mentalité a été fait, puis là, on va pouvoir permettre de vraiment pousser plus ces projets-là maintenant qu'on a réussi. Ça va être plus facile pour les défenseurs de bibliothèque aujourd'hui que c'était quand je suis arrivé. Ça va rester difficile parce que objectivement aussi, nos routes font dur. Oui, ça prend de l'argent pour ça aussi. Là. Mais ça va être plus facile parce que les gens en voient plus la pertinence. Alors, là, on va aller un peu plus vers le côté politique de la chose. On va parler un peu plus de Action Gatineau en tant que parti politique. Maintenant, vous êtes vraiment connu comme étant le maire à Gatineau qui a introduit le concept de parti politique à la table du conseil avec Action Gatineau. C'est quoi les garanties qu'un parti politique comme Action Gatineau, qui serait, par exemple, qui pourrait être mal géré, ne soit pas un jour noyauté par un groupe d'intérêt spécifique? Mais par exemple, c'est quoi la garantie qu'un parti politique qui pourrait être créé, qui a une plus grande organisation, qui a des promoteurs immobiliers, par exemple, comme Brigil, qui décident de s'ingérer dans ce parti-là et d'en faire littéralement leur porte-parole? Garantie, c'est un mot qui est assez fort, puis il n'y a aucune garantie. Comme il n'y a aucune garantie qu'un indépendant, par exemple, se définisse comme un défenseur des promoteurs. J'aurais quelques noms à vous donner. Donc, ils sont en fait des représentants de groupes d'intérêt. C'est rien que ça qu'ils font. Leur programme politique, c'est essentiellement, il faut être gentil avec les promoteurs. La différence avec un parti, puis encore une fois, ça ne garantit rien, c'est qu'il y a un processus démocratique. Nous, notre programme, il y a un congrès, il y a des centaines de personnes qui participent à l'élaborer. On rend des comptes. Au bout de toutes les années, on se rend compte. Puis là, si moi, j'ai été élu pour
par exemple, pour mettre une saine distance entre le cabinet du maire et les projets des promoteurs. Puis quand je dis une saine distance, il faut s'en mêler, puis il faut les accompagner. Mais à un moment donné, on n'est pas leur cheerleader. Là. Non, nous autres, évidemment. on défend l'intérêt général. Bien, si je t'ai élu pour faire ça, puis je fais le contraire, moi, j'ai des membres qui vont me taper dessus. Indépendant, il n'y a pas de membres qui vont taper dessus. Souvent, ils n'ont même pas un programme écrit. Non, c'est ça. L'indépendant va vraiment suivre sa mentalité personnelle plus qu'une mentalité de groupe. Avec zéro reddition de compte. C'est pour ça que moi, je crois profondément dans les partis. Puis on le voit dans l'élection actuelle, puis je ne veux pas trop m'en mêler, mais tu sais, on a un cadre financier sérieux, on a un programme écrit. Maintenant, Mme Marquis-Bissonnette a donné un cadre climatique sérieux, chiffré. C'est comme la Ligue nationale comparativement aux juniors majeurs. Oui, c'est vrai. Vous avez un bon point. Est-ce que vous trouvez que la présence d'un seul parti, c'est Action Gatineau, à la table du conseil dans la ville, est-ce que ça peut pas créer une sorte de déséquilibre, de désavantager les indépendants par rapport aux membres de ce parti-là? Parce que ça leur rend la tâche beaucoup plus difficile par rapport à un mastodonte financier et organisationnel. Dit de même. Il a l'air d'avoir un déséquilibre, mais moi, je ferais l'argument contraire. Puis dans la campagne, il y a une candidate qui dit, ben là, moi, je suis indépendante, je ne me donnerai pas de cadre financier, je n'ai pas de ressources pour ça. C'est bien plus facile de faire campagne en chiffrant rien. Oui, c'est vrai. Financièrement, là, les indépendants peuvent tous se donner de l'argent entre eux. Ouais. Nous, Action Gatineau, on fait un chèque une fois. Ouais. Alors qu'un indépendant peut faire un chèque dans tous les districts. Fait que financièrement, là, moi, je serais prêt à débattre de où est l'avantage. Mais la vraie réponse à ça, c'est que nous, on est un parti officiel, mais il existe un parti occulte. Oui, le parti des indépendants que tout le monde connaît. Ben, ils travaillent ensemble, ils lancent leur campagne ensemble, ils s'aident à élaborer des programmes. À un moment donné, quand ça a l'air d'un parti, ça ressemble à un parti, ça marche comme un parti, à un moment donné, c'est... Fait que moi, oui, on est le seul officiel. J'espère que ça va changer. J'espère qu'il va y en avoir un autre officiel un jour, puis qui vont sortir du placard, là, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que, tu sais, dans n'importe quel système politique au monde, là, il y a toujours des gens qui se collent sur le pouvoir. Au municipal, le pouvoir, c'est le maire. Il y a tout le temps du monde qui se colle dessus. Moi, j'aime mieux savoir qui, pourquoi, puis qui les finance, puis que ça soit sur un site Internet. Pour que ça soit plus public, que ça soit... plus transparent. C'est ça, une organisation plus transparente, alors qu'un maire indépendant, on ne sait pas vraiment qui le contrôle. Puis... Moi, c'est des amitiés, c'est des affinités. Moi, c'est sûr que dans Action Gatineau, j'ai des amis. Oui. Mais notre allégeance commune, c'est le programme. Oui. Moi, je ne serai plus ami avec quelqu'un qui se dissocie du programme. Il ne sera plus dans Action Gatineau. Alors que, puis ça, pour moi, c'est plus sain une allégeance qui va à une idée qu'une allégeance qui va à une personne. Sinon, c'est une clique. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus... C'est une clique. C'est plus un mouvement politique. C'est ça. C'est vraiment une allégeance à une personne, puis c'est pas sain. C'est quelque chose... On discute pas des idées, on discute de la personne. C'est un concours de popularité rendu là. Exactement. Ça, c'est un des gros changements de l'arrivée d'Action Gatineau, c'est que ça force tout le monde à se donner un programme plus sérieux, plutôt que de dire, moi, je vais être plus gentil, je suis quelqu'un qui veut qui veut ça, des résultats, je suis dynamique, j'ai de l'expérience. C'est tout beau, ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Gatineau? Ouais. Moi, c'est ça la question qui m'intéresse. Gatineau s'en va où avec toi? Le reste, c'est un peu périphérique, alors que traditionnellement, dans le municipal, c'est le reste qui prend toute la place. C'est un concours de personnalité puis de style. On le voit à Montréal avec M. Coderre. Sur ses affiches, c'est « Je suis passionné, je suis compétent ». C'est bien beau, mais tu vas faire quoi avec Montréal? Ouais, c'est ça. Il se pose vraiment comme... Il fait campagne pour sa personne. Il fait pas campagne pour des idées. Maintenant, on va changer un peu d'ordre d'idée. On va aller plus dans le rôle de l'Outaouais sur la scène québécoise. Vous êtes porté depuis votre jeunesse, depuis les années 90, à la défense des intérêts de l'Outaouais sur la scène provinciale. Vous étiez à l'Assemblée nationale le 30 octobre 2019 quand on a voté à l'unanimité la motion qui reconnaissait le retard économique et le record important quant au financement en santé, en éducation et en enseignement supérieur et en culture dans l'Outaouais.
Est-ce que vous croyez que depuis le 30 octobre 2019, est-ce que cette motion-là a donné des résultats concrets dans l'Outaouais? Est-ce qu'il y a eu vraiment des investissements concrets qui ont été faits? La réponse courte, oui. La réponse plus longue, est-ce que c'est satisfaisant? Pas du tout. Le premier résultat concret, c'est l'espoir. C'est la première fois qu'on reconnaît le problème. Que Québec reconnaît son problème. Ouais. Nous autres, on le savait, c'était quoi le problème en Outaouais. Et ça, moi, pour moi, c'est quasiment un résultat en soi, parce que les gouvernements précédents ne reconnaissaient pas le problème. En santé, cette semaine, j'ai été en discussion avec la rectrice de l'UQO. Il y a des actions qui sont venues, pas encore assez importantes, puis il y a des actions qui s'en viennent pour le rattrapage dans le post-secondaire. En santé, il y a le projet d'hôpital. L'hôpital n'est pas construit encore. Oui. Mais ça fait partie du plan de rattrapage. En fait, c'est la pierre angulaire du plan de rattrapage en santé. Mais en même temps, actuellement, c'est juste un aspect théorique. Là. Il y a rien vraiment. Il y a des discussions, mais les gens dans la ville ont rien vu encore de concret, alors ils pourraient douter un peu. Oui, parce que les dernières années, on s'est tellement fait promettre d'affaires qu'on a le droit d'être un peu cynique. Sauf que là, ils sont en train de choisir des terrains. Là. Oui. C'est assez concret. Oui, on commence un peu plus. Là. Moi, je pense que puis c'est ce que j'ai dit au gouvernement. J'ai dit, moi, je suis très fier, j'ai confiance, mais les prochaines années sont importantes pour démontrer que une des affaires qu'on est en train de faire, entre autres, avec l'ensemble des préfets, là, des MRC, c'est une grille pour dire, OK, vous nous avez promis ça, là. Donc, on veut se rendre là. Comment on fait pour se rendre là? Puis dans 2 ans, vous nous faites un bilan. On a-tu avancé ou on n'a pas avancé? Dans 3 ans, on fait un bilan. On a-tu avancé ou on n'a pas avancé? Parce que moi, je leur fais confiance. Ouais. La bonne foi se présume. Mais j'aime mieux avoir des chiffres puis des données. Puis ça, on travaille même avec le gouvernement pour faire ça. Puis c'est ce qui me donne confiance. C'est qu'on ne fera pas juste se faire dire OK, on a fait ci, c'est bien le fun. Non. Le rattrapage, du coup, il se fait-tu? Il y a combien on dépense en Ontario en soins de santé? Est-ce que ça a baissé ou ça continue d'augmenter? Puis ça, moi, c'est ça qui est la clé. Sur la question des préfets, rapidement, de quel œil voyez-vous le nouveau mode d'élection des préfets dans les MRC de l'Outaouais, qui sont maintenant élus au suffrage universel au lieu d'un vote secret par les différents maires? Moi, j'aime beaucoup plus le suffrage universel pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vraiment dur d'être maire et préfet en même temps, parce que ton allégeance va à ta ville, mais en même temps, le travail vient souvent de la MRC. Et l'autre élément, c'est la force politique qui vient avec le suffrage universel. Ils peuvent, tu sais, la mairesse, la préfète de la Vallée de la Gatineau parle pour la Vallée de la Gatineau et ont voté pour elle. Donc, elle est plus forte. Encore un peu sur la scène provinciale, mais un peu moins. Depuis plusieurs décennies, le financement des villes s'est vraiment appuyé sur l'étalement urbain. 15% du territoire de Gatineau est occupé par des parcs, 40% est occupé par des terres agricoles. En fait, c'est pas tant provincial que ça. Mais, alors, un peu moins de la moitié du caractère... un peu moins de la moitié du territoire est à caractère urbain. À quel point est-il urgent de trouver d'autres sources de financement avec les autres paliers de gouvernement comme Québec et le fédéral et Ottawa? C'est une urgence pour plein de raisons. La première, c'est ce que vous dites, c'est que les terres qui restent sont menacées parce que les gens vont vouloir les développer. C'est comme ça qu'on fait notre argent. Nous autres, à Gatineau, c'est 87% de dépendance à l'impôt foncier. Fait que si on veut faire de l'argent, il faut construire. Ça n'a aucun sens. Ça amène à des étalements urbains partout, ça mène à des terres agricoles qu'on grignote, ça mène à toutes sortes d'excès. Est-ce que vous pourriez aussi, d'une certaine façon, est-ce que ça pourrait avoir mené à certaines décisions d'urbanisme qu'on pourrait qualifier de discutables? Je pense même récemment, je pense au déboisement qui avait été fait au coin du chemin Vanier. Le chemin Vanier à côté de la forêt Boucher, au coin du chemin Vanier et des Allumetières. Destination Vanier, c'est un mauvais projet. Je suis très fier d'avoir voté contre. En basse densité, à un endroit où il n'y a pas de service. C'est un projet préhistorique. Si on faisait ça avant, on ne devrait pas faire ça aujourd'hui. Bien, un des arguments, si on écoute le conseil, c'est que ça va nous ramener des revenus de taxes. Oui, c'est ça. On veut des revenus de taxes, oui, mais si c'est pas un bon développement, moi, je ne veux pas vraiment les revenus de taxes. Puis ça va faire probablement aussi, même pour le conseil, on pourrait estimer que ça va
ça va peut-être faire des revenus de taxes à court moyen terme, mais à long terme, ça va peut-être amener plus de problèmes que de revenus. Le problème de la taxe foncière, puis je vais essayer de l'expliquer simplement, c'est que quand ça a été fait il y a 2 siècles, c'était pour s'occuper d'aqueducs, égouts, asphalte. Vraiment le service à la propriété. As-tu déneigé, puis as-tu de l'eau qui rentre? Aujourd'hui, avec la même source de revenus, on fait une bibliothèque, on fait du développement social, on gère des crises, on fait du développement économique. Il n'y a pas assez d'argent. C'est pour ça que les routes ont l'air de ce qu'elles ont l'air. C'est d'une certaine façon, la taxe foncière a été développée pour le rôle de la ville en tant que corporation, comme on disait tout à l'heure. Il y a 2 siècles, puis c'est vraiment comme l'octroiement de services à la population et non le rayonnement global, d'une certaine façon. Exact. Donc, si on ne réforme pas ça, les villes sont condamnées à négliger quelque chose. Soit que c'est le service à la personne, on arrête les bibliothèques, soit que c'est le service à la propriété, on néglige nos rues. Mais il faut qu'on fasse des choix un peu ridicules comme ça. Oui, c'est ça. Parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres, puis nous, on n'en a pas beaucoup. C'est ça. Mettons, sur les 10 prochaines années, comment vous entrevoyez l'étalement urbain dans la ville? Bien, nous, on est une ville de plus en plus mature. Il y a de moins en moins de terrain disponible. Ouais. La menace dans les 10 prochaines années, c'est le 40 de terres agricoles. Ouais. Je vais donner un exemple un peu controversé. Si jamais on met un pont dans l'ancien Gatineau, ces terres-là, leur valeur va exploser. Oui, définitivement. Donc, on va vouloir les dézoner. Ouais, c'est ça. Et ça, bon, il y a des raisons de ne pas faire de pont qui sont autres que celles-là, notamment parce que ça ne marche pas quand on veut décongestionner les nouvelles infrastructures. Mais de le mettre là en plus, ça sera une menace immense. Ça va menacer les terres. Là, si je ne me trompe pas, le tracé du 6e pont, le tracé qui était proposé, c'était au bout de la montée Paiement, si je ne me trompe pas, ou dans ce coin-là. Ça menacerait juste pour résumer, ça menacerait les terres du haut de la montée Paiement, qui sont des terres agricoles qui sont encore très, très utilisées. Plus que ça, tout ce qu'il y a à droite, tout ce qu'il y a à gauche, en fait, c'est le 40 quasiment. Qui est quasiment le 40 qui est tout dans ce coin-là. Est-ce que c'est ça, puis en fait ça m'amène à ma prochaine question que vous avez répondu en même temps, c'était est-ce qu'on va devoir empiéter un jour sur les terres agricoles, voir les parcs? J'imagine que votre réponse c'est on n'en a pas besoin, mais la menace c'est que ça va peut-être arriver si on c'est comme un moment donné, il y a un politicien qui va dire hey, voici combien ça nous rapporterait en taxes si on développait ces terres-là. Les gens vont dire oh, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut, c'est construire un peu plus en hauteur. Ce qu'il faut, c'est reconstruire la ville sur la ville. Quand on est en basse densité, en fait, on a construit des maisons dans des champs sur des immenses terrains, bien, c'est reconstruire ça à un moment donné, c'est ajouter un... Tu sais, le quartier le plus dense au Canada, c'est le plateau Mont-Royal. C'est le plateau Mont-Royal. Il n'y a à peu près rien qui dépasse 4 étages. Oui, presque rien. Mais c'est le plus dense. Nous, il y a des quartiers qui devraient être comme ça. Tu sais, quand on regarde dans Hull, il y a des quartiers qui devraient être comme ça. Les cœurs des anciens centres-villes devraient être comme ça. C'est ça qu'il faut faire avant, puis en fait, on ne devrait jamais dézoner les zones agricoles, mais admettons qu'il y en a un qui proposait ça. La proposition pour grandir intelligemment, c'est les cœurs urbains, c'est le long du rapibus. Ouais. Moi, un des votes que j'ai perdu qui m'a déçu le plus, c'est des océans de stationnement autour de l'hôtel, j'oublie le nom, mais le petit hôtel le long du rapibus. Oui, l'hôtel, le Holiday Inn. Oui, exactement. À côté de la cité. Regardez ça quand vous passez devant. On est à côté du rapibus, donc un endroit où le transport en commun est facilement accessible. À côté de la nouvelle cité, c'est des terres qui sont excessives et qui ont une immense valeur. Mais là, on a 150 autos. Oui, c'est ça, 150 autos. C'est absurde comme décision, puis on a perdu le vote au conseil. Ouais. 2 fois, parce que le même promoteur en a fait un autre près du casino, un autre endroit où on devrait avoir de la densité. C'est le long du transport en commun que tu mets ta densité. Donc ça, les gens peuvent aller travailler, peuvent aller à la maison, peuvent aller magasiner facilement. Ils ne sont jamais en auto. Oui, c'est ça. Là, nous, on occupe des endroits stratégiques avec du stationnement. Du point de vue de l'environnement, puis même d'une communauté humaine normale, ça n'a aucun sens. C'est ça. Puis d'un point de vue climatique, ça encourage l'utilisation de la voiture et l'augmentation des émissions de GES. C'est le contraire du bon sens. C'est ça. Alors, on va rester un peu dans les espaces verts, dans ce contexte-là. On va aller dans le dossier de la forêt bouchée. Est-ce que vous pensez que la ville va réussir finalement à protéger de façon permanente et à long terme ce territoire qui est presque, je pense, 340 hectares?
Alors, est-ce que la ville va être capable de protéger cet espace-là vraiment de façon permanente, puis des promoteurs immobiliers qui voudraient essayer de construire dans cette zone-là, qui est une zone qui est très, très en demande actuellement? Pour répondre, il faut que je fasse un peu d'histoire. Moi, quand j'ai été élu en 2009, il y avait 0% de la forêt bouchée qui était protégée. La forêt bouchée, pour que les gens ne connaissent pas ça, c'est grand comme le parc du Mont-Royal à Montréal. C'est immense. C'est énorme. Il y avait 0%. Il y a eu des occasions, quand j'étais conseiller, d'acheter. Parce qu'il y a eu un don d'un donateur, un don écologique. Après ça, il y a eu c'était une poursuite, mais en tout cas, ça a fini chez nous pour pas cher. Puis là, on a commencé à acheter des grands bouts. Ouais. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a à peu près... Ah oui, puis on a mis dans le schéma d'aménagement, c'est l'outil de planification qui fait qu'on dit, bon, il y a un endroit qui est développable, l'autre qui n'est pas développable. Dans le pas développable, il y a une grande portion de la forêt bouchée, mais il y a un coin nord-ouest qui, lui, va probablement être construit. Donc, ma réponse courte, c'est non, on ne protégera pas 100%, mais cette construction-là va se faire avec des règles beaucoup, beaucoup plus strictes. Quand vous parlez de ce coin-là, est-ce que c'est le projet qui a été annoncé récemment par Brigil? C'est ça. Qui est aussi, si je ne me trompe pas, c'est aussi une partie qui est un peu moins... Ça a à peu près qui a un peu moins de valeur écologique que le reste de la forêt. Ça n'a à peu près pas de valeur écologique. Puis c'est là où, même politiquement, moi je trouve ça intéressant, notamment pour des jeunes qui... Tu sais, des fois on voit qu'on pense qu'il y a des solutions faciles, mais ça c'est un beau cas. Parce qu'admettons que la ville l'exproprie, Brigil, pour un coin qui n'a pas une très grande valeur. Ça va nous coûter, là, je sais pas moi, 30 millions. Je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est dans ces eaux-là. Est-ce qu'on prend 30 millions vraiment pour protéger un terrain qui n'est pas super intéressant? Ou on prend 30 millions pour faire, par exemple, pour doubler notre plan directeur vélo? Oui, c'est ça. Doubler, là. Est-ce qu'on prend 30 millions pour, je ne sais pas moi, empêcher des déversements dans la rivière? C'est là où, souvent, comme politicien, on se fait dire hey, faites ça, il y a qu'à voir, on voit bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est intelligent, ils n'ont rien compris, l'environnement, oui, l'environnement, mais les 30 millions, il n'y en a pas partout à terre. C'est ça, ces 30 millions-là pourraient servir à quelque chose qui va faire un bien plus grand impact environnemental que de protéger un bout de terrain. Un bout de terrain qui sert presque à rien et qui fait pas grand-chose. Oui. Ça fait que ça, c'est des décisions difficiles parce que politiquement, tu as l'air d'être contre l'environnement, alors que peut-être que ce qu'on propose est plus intelligent. Puis dans le cas de la forêt bouchée, on a acheté un paquet de terrain, il y a ce bout-là qui reste privé, et les autres qui sont encore privés, on a mis 3-4 tours de vis sur la réglementation pour que le développement soit à peu près impossible, parce qu'on a protégé, par exemple, les zones humides, soit extrêmement encadré, qui fait que c'est pas super intéressant pour un promoteur de le développer. Puis là, nous, s'ils veulent le vendre, on est ouvert. C'est ça, vous êtes acheteur s'ils décident de le vendre. Aussi, dernièrement, sur cette question-là, est-ce que vous n'avez pas peur que peur, c'est peut-être un grand mot dans ce cas-ci, mais que le dossier de la forêt bouchée qui a tellement attiré l'attention des médias enlève de l'exposure que d'autres zones vertes comme ça qui sont en danger dans la ville soient laissés un peu de côté. Par exemple, moi, je suis un gars du quartier ici, de Limbourg, puis on a un terrain au nord de Limbourg, l'agent de forêt qui va jusqu'à la limite de Cantley, qui appartient à un promoteur privé qu'on a tout le temps peur que ce promoteur-là décide de construire sur ce terrain-là, mais on n'en parle pas. C'est un espace qui n'est pas protégé du tout. Oui, je ne veux pas trop chialer contre les médias, mais c'est souvent un des phénomènes, c'est qu'il y a comme un dossier qui prend tout l'espace, et les autres sont oubliés. Ça fait que c'est pour ça que la participation citoyenne est extrêmement importante, parce que c'est souvent les citoyens qui ramènent ça sur... ça peut être l'Association des résidents de Limbourg. Il y a plusieurs organisations, en fait, à Limbourg, là, qui peuvent ramener ça à l'avant-scène. Pour moi, ils sont incontournables, les citoyens, dans des cas comme ça, parce que nous, on gère la ville, on a nos priorités, on a notre programme. Il y a des choses qui nous échappent, puis de temps en temps, c'est les citoyens qui disent, là, vous êtes en train de l'échapper pour vrai, là. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, là. Il y a une limite à ce que vous êtes capable de faire. On reste encore un peu dans le domaine de l'environnement. On vous a surnommé, pas de manière péjorative, mais c'est comme avec un peu, c'est venu avec, le maire des catastrophes, parce que vous avez subi durant vos 2 mandats,
fait même presque durant un seul mandat plus quelques mois, vous avez subi 2 inondations historiques et une tornade. Ça s'est jamais vu au Québec dans aussi peu de temps. On l'a même vu pendant la campagne de 2018, tous les chefs de parti sont venus en Outaouais et constater les dégâts. Quelles leçons vous avez tirées de ça personnellement et politiquement? Puis comment on peut améliorer la gestion des catastrophes naturelles dans une ville comme Gatineau? Il y a beaucoup de... On pourrait faire une entrevue de quelques heures juste là-dessus. Je vais donner une chose. Quand l'armée débarque, là, ils sont 60. On est content qu'ils arrivent. Ils arrivent avec de l'expertise. Ils peuvent nous aider dans des enjeux extrêmement importants. Nous autres, la ville, là, on est 900 sur le terrain. Oui, c'est ça. Fait que les soldats, là, c'est les soldats municipaux. Ouais. Puis ça, là, c'est pompiers, c'est policiers, c'est col blanc, c'est les gens des loisirs qui s'occupent des sinistrés. C'est les cols bleus qui travaillent nuit et jour, soit dans la tornade pour dégager les rues, justement pour que les pompiers puissent passer. Juste faire des sacs de sable, livrer du sable aux gens qui veulent faire des sacs de sable. Fait, si la ville est fragile, par exemple, comme on en parlait tantôt, à cause de sa fiscalité, ben on n'est pas équipé pour gérer des crises. Puis ça, quand je parle de Gatineau, là, nous, on est comme dans la Ligue nationale, puis on est à peu près la meilleure équipe dans la gestion, et surtout maintenant, dans la gestion de crise. Puis je dirais qu'on l'était même avant 2017 parce qu'on a une culture de préparation. Tu sais, on faisait nos pratiques, on a un centre de mesure d'urgence, on a un quartier général mobile, les affaires que les villes n'ont pas. Bien, les villes autour, là, ils ont zéro. Là. Les petites municipalités autour de Gatineau. Puis même d'autres grandes villes comparables à Gatineau, ils n'ont pas ce qu'on a. Ça fait que une des leçons, là, c'est quand la tornade, les inondations, entre la première tornade entre la première inondation et la tornade, on a eu 3 des 5 pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Dans tous ces cas-là, puis la COVID. Oui, en plus. Dans tous ces cas-là, c'est la ville qui est au front. Un peu moins pour la COVID. C'est beaucoup le réseau de la santé, mais on est là pour les aider. C'est ça, puis le réseau de la santé est tellement faible en Outaouais à cause du sous-financement que la ville de Gatineau a probablement eu un plus grand rôle à jouer que, mettons, la ville de Montréal ou la ville de Québec dans leurs régions respectives. Bien, on a joué un grand rôle. Je ne veux pas exagérer parce que dans le COVID, c'était vraiment Québec, mais on leur a quand même prêté 60 employés à temps plein pendant 2 mois. C'est pas rien. Puis, pour moi, la leçon, là, c'est quand la nature frappe, là, le groupe qui est au front, c'est la ville. C'est vraiment la ville. Fait que si eux sont solides, on est correct. En tout cas, on est moins pire que les autres. Puis si eux vont pas bien, là, on est tous dans le trou. Parce que c'est eux nos forces sur le terrain. Puis la ville, par rapport, on pourrait voir aussi, mettons, Québec et Ottawa, c'est des pouvoirs qui sont, d'une certaine façon, un peu plus détachés. Alors que le municipal, c'est vraiment le pouvoir qui est le plus près des gens. C'est celui qui va vraiment faire la plus grande différence concrète. Il y a un politicien dont j'oublie le nom qui disait le maire et le politicien, c'est un peu vulgaire, là, mais dont le derrière est le plus proche du pied des citoyens. C'est la première à savoir un coup, c'est le maire. Puis ça fait que, d'abord, on est sur le terrain tout le temps. Dans les crises, moi, je ne sais pas combien de fois, j'étais le seul politicien qui était là. Les députés sont à Québec, sont à Ottawa, les ministres viennent une fois de temps en temps. Ils viennent se faire prendre en photo. C'est le conseiller municipal. Oui, là, on pourrait parler des photos, c'est un autre débat. Ça a du bon, là. Mais c'est vraiment la ville. Tu sais, combien de fois, moi, je me suis retrouvé avec des salles de sinistrés qui posaient des tonnes de questions à tous les niveaux de gouvernement, puis j'étais le seul qui était là pour répondre comme politicien. Encore une fois, si la ville n'est pas bien équipée, là, si les politiciens municipaux ne sont pas équipés eux aussi, ça ne va pas bien pour nos citoyens parce que c'est nous qui avons les 2 mains sur le volant, en fait, qu'on le veuille ou non. Parce que nous autres, on est là, puis les autres ne sont pas là. Puis aussi, votre règne, d'une certaine façon, c'est un mot fort pour le dire. Mais c'est ça. Mais vos 2 derniers mandats, vous êtes venus aussi changer cette mentalité-là, de faire réaliser aux autres élus municipaux et à la population que la ville doit être celle qui est la plus prête à faire face à des catastrophes comme ça, et c'est pas les plus grands paliers de gouvernement qui ont l'air d'être des entités plus grandes, plus organisées. Oui, puis c'est pas assez connu l'importance de la ville. Tu sais, souvent, les gens votent pas aux élections parce qu'ils disent entre un ou l'autre qui s'occupe de nid de poule, ça ne nous dérange pas trop, alors que c'est fondamental. Puis j'ai travaillé à faire ça. On est plusieurs mains qui avons travaillé à faire ça, mais il reste bien du travail à faire.
moi, je sens pas que les villes ont l'importance qu'elles méritent, ni à Québec, ni à Ottawa. Ouais, il y a définitivement du travail à faire à ce niveau-là. On va parler maintenant un peu plus de votre... on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais on va parler de votre relation avec les gens d'affaires de la ville. Comment qualifieriez votre gestion des dossiers municipaux par rapport aux divers intérêts des gens d'affaires, des grands développeurs? Comment vous voyez le changement de mentalité que vous avez réussi à amener dans la ville par rapport à ces gens-là? Parce que, comme on le disait au début de l'entrevue, quand on avait un maire indépendant, il pouvait être littéralement à la solde d'un promoteur en particulier. Mais maintenant vous avez vraiment amené un changement de mentalité dans les 8 dernières années. Oui, quand on regarde d'où on parle, l'Outaouais, là, quand on parle de gens comme Robert Labine, on part de loin. Ouais. C'est des gens qui étaient là pour la communauté d'affaires, essentiellement, quand c'était pas carrément pour eux-mêmes. Ouais. Et par exemple, moi, une des choses que j'ai faites en arrivant, c'est dit, moi, je ne vais pas régler les problèmes au restaurant. Ouais. On est dans mon bureau, il y a des témoins, puis on parle d'un dossier qui a déjà été analysé par les services municipaux. D'ailleurs, je parlais au maire d'Ottawa la semaine dernière. Lui, il parle jamais d'un promoteur avant qu'il ait l'avis de son service d'urbanisme. Ouais. Moi, j'ai un promoteur en tête, entre autres, qui passerait son temps dans mon bureau à expliquer à quel point son projet est bon. Mais moi, on devine tous deux de quel promoteur on parle ici. Ça va m'intéresser de parler de son projet, mais après que je vais avoir une opinion éclairée. Donc, après qu'il y a une certaine analyse, dépose-le, fais-le analyser, mes services vont me parler, puis après ça, on va voir ce qu'on fait. Après que quelqu'un ait réussi à vous donner une réflexion objective. Un certain avis. C'est ça, puis des données brutes, alors que vous ne vous fiez pas juste sur votre jugement personnel pour faire ça. Moi, c'était ça. On ne fait pas ça au restaurant, puis on le fait au bon moment. T'sais, moi, je ne suis pas une cheerleader du promoteur. Non, définitivement pas. Je suis le défenseur de l'intérêt général. Donc, des fois, ça peut être bien, bien bon pour le promoteur et excellent pour l'intérêt général, puis là, on fonce. Mais des fois, c'est pas bon pantoute pour nous autres. Non, c'est ça. Par exemple, le projet des 2 tours. Ça cage un quartier de patrimonial pour faire 2 tours qu'on pourrait faire ailleurs, ben c'est non. C'est ça. Mais dire non à un projet de 400 millions pour des raisons patrimoniales, c'est pas simple. Puis ça, j'en suis très, très fier. Oui. Mais ce dossier-là a incarné un peu le changement de culture. Dire non au plus gros promoteur d'Outaouais, c'est pas arrivé souvent dans notre histoire. C'est ça, puis c'est un gros changement de mentalité que la population est restée un petit peu choquée de ce dossier-là, d'une certaine façon. Ça a vraiment marqué les esprits. Oui, ça a marqué les esprits. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens contents que de gens pas contents. Oui. Il y a des gens... En fait... D'ailleurs, on a fait virer le sondage. Oui, il était très favorable au début, puis à la fin, la majorité était contre le projet. Non, c'est ça. Les sondages étaient... Puis, comme vous le disiez, vous avez vraiment fait changer la mentalité. Ouais, c'est ça. Rapidement, en restant dans le contexte des 2 tours, qu'est-ce que vous pensez du nouveau projet du promoteur Brigil au niveau de l'hôtel Four Points? De l'agrandissement dans ce coin-là? D'abord, j'espère qu'on ne jouera pas dans le même film parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Qui dépose un projet clair, net, précis, avec des... La différence entre les deux, c'est que le Four Points, on a déjà dans notre planification quelque chose qui monte à 25-30 étages, dans ce coin-là. Donc, ça commence haut, au coin du quartier du musée, on rentre dans le quartier, puis ça se met à remonter plus loin. Ça. Il y a une logique intéressante. Et c'est... je veux pas trop m'avancer, mais... Je crois que le projet était fait sur le stationnement qui est en arrière. Alors, il n'y aurait pas de démolition d'édifices patrimoniaux. Ça serait vraiment sur un champ d'asphalte. Même on préservait dans l'ancien projet, on va voir le sien, mais on préservait le presbytère. Ah oui. Ça s'appelle-tu un presbytère? Je ne sais pas exactement de quel... Cet édifice-là. Et l'ensemble du carré, c'est fait en basilaire. C'est un mot que j'ai appris quand j'ai commencé le municipal. C'est comme en étage. Ça fait que le 30 étages est comme au milieu du pâté de maison. Ça fait que quand tu marches dans la rue, tu n'as pas l'impression d'être écrasé par une tour de 50 étages. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus intéressant l'ancien projet, le projet du Four Points. Le projet de Brigitte, on va voir ce qu'il veut faire. Moi, j'espère qu'on ne jouera pas dans le même film puis il va nous redemander de tout changer notre planification parce qu'il va aller plus haut. Est-ce que vous le voyez, on n'a pas vu les détails, mais... Est-ce que vous avez l'impression que ce promoteur-là essaie peut-être
pas d'une certaine façon, je sais que c'est peut-être un mot fort, mais de se venger avec une administration future qui, maintenant que vous êtes plus là, il va se réessayer puis il pense que ça va fonctionner? Je sais pas. La bonne foi se présume. Là. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui veut développer sa ville puis qui va essayer quelque chose d'autre. Il y a aussi un certain changement de garde dans cette entreprise-là. Ça fait que j'ai plus d'espoir dans la nouvelle génération que dans l'ancienne. Mais j'en dirai pas plus. OK. On reste un peu dans le contexte économique. On va parler rapidement sur la saga Guertin, qui a marqué les 10 dernières années, les 12 dernières années, même peut-être les 15. À quel point vous avez confiance en Vision Multisport, Outaouais, à quel point vous avez confiance qu'ils vont gérer le nouvel aréna et les futurs projets de ce genre-là dans la ville? Alors, les projets d'aréna, les chances que ce soit Vision Multisport qui s'en occupe sont relativement fortes. Et d'autres groupes de participation citoyenne, comme vous le citez dans votre livre, qui pourraient gérer des projets comme ça. Comment vous voyez ça pour, mettons, les 10 prochaines années? Ben, moi, je trouve que c'est un modèle qui est exceptionnel, puis j'ai confiance en eux pour plein de raisons. D'abord, parce que si le passé est garant de l'avenir, ils vont réussir. C'est des gens qui ont déjà fait leurs preuves. C'est des gens d'ici qui... C'est un organisme à but non lucratif. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale. Donc, c'est de l'économie traditionnelle dans le sens où ils doivent faire de l'argent. Ils doivent équilibrer leurs livres. Mais s'ils dégagent un surplus de 1$, ils le réinvestissent dans l'organisation. Ils ne s'en mettent pas plein les poches, c'est vraiment de l'argent qui va complètement retourner dans la construction d'infrastructures et dans l'embellissement de la ville. C'est pour ça que moi j'ai confiance, parce que pour moi, l'économie sociale, c'est une réponse aux dérives du capitalisme. Tu sais, le capitalisme, là, tu fais de l'argent, tu en fais le plus possible, puis tu envoies tes profits à tes actionnaires qui sont en Californie. Tu sais, ça, c'est le pire du capitalisme. Par contre, il y a une concurrence, puis ça veut dire qu'on s'améliore. Puis ça crée l'innovation. Ça crée l'innovation. L'économie sociale, c'est comme le meilleur des deux mondes, parce qu'ils sont obligés de concurrencer, d'être bons, d'avoir des prix de location pas trop élevés. Mais quand ils font de l'argent, ils le réinvestissent dans la mission. C'est pour ça que Branchaud-Brière, c'est un succès extraordinaire, qui est aussi Vision Multisport. Fait que moi, j'ai non seulement confiance qu'eux vont réussir, mais j'ai confiance, puis on s'est donné une politique sur l'économie sociale à la ville. J'ai confiance que ce modèle-là, on pourrait l'exporter puis l'utiliser dans plusieurs domaines. C'est en Italie, j'oublie le nom de la ville, c'est pas... à Bologne. Bologne. Bravo. Merci. À Bologne, ils ont 12 employés qui font rien que ça à temps plein, accompagner des organisations citoyennes pour qu'ils gèrent, par exemple, la forêt bouchée, pour qu'ils gèrent le centre nautique à Buckingham. Donc, la ville finance une partie, mais c'est des citoyens qui gèrent avec des ressources municipales, mais qu'ils gèrent de façon indépendante, un bien public. Ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est pas vrai que la ville doit tout faire. Souvent, ça coûte plus cher quand c'est nous autres. Oui, c'est ça. Puis les citoyens sont plus agiles. Donc, c'est comme gagnant, gagnant, gagnant. Là. Pour les citoyens, c'est génial, ce genre de modèle-là. Ma seule inquiétude, c'est qu'il y a bien des gens qui regardent Vision Multisport, puis c'est bien mieux de marcher. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment mieux de marcher. Mais moi, j'ai confiance parce que les données de base sont bonnes. Ils sont là pour les bonnes raisons. Ils sont compétents, puis ils ont fait leur preuve. On va retourner un petit peu plus dans des questions générales. Je pense que vous l'attendiez peut-être. Qu'est-ce que vous considérez qui est votre legs à l'administration municipale de la ville? Il y a deux choses. Je dirais la fin des fusions. Ça a l'air bizarre parce que ça fait 20 ans, mais en urbanisme, par exemple, on a repensé le service, puis on l'a vraiment fusionné pour vrai. Ils travaillaient papier dans bien des dossiers. Là, ils sont informatisés. En infrastructure, on a fait le même genre de réforme. C'est qu'on a réformé beaucoup. Fait que je dirais qu'un des legs, puis je suis toujours gêné quand on dit mon leg, là, parce que c'est un paquet de monde qui fait ça. Là. Mais c'est que la ville est beaucoup plus moderne aujourd'hui qu'elle était il y a 8 ans. Évidemment, oui. Il y a 8 ans, il n'y avait presque pas d'informatique littéralement dans la ville. Puis là, le prochain défi aussi, ça va peut-être être de sécuriser les nouvelles infrastructures informatiques. Oui. Puis ça, on est en train de le faire. Il reste du chemin à faire, mais on l'a fait énormément. L'autre chose qui va avoir l'air un peu bizarre, quand je pense à l'organisation, c'est la place de l'élu.
Traditionnellement, dans le municipal, le programme vient de la fonction publique, en fait. L'échevin, à l'époque, il dit, moi, j'ai des compétences, je prends ma retraite, je vais aller me présenter, puis je vais bien gérer les fonds publics. Mais son programme est assez limité, ça vient de l'administration. Là, nous autres, on arrive avec un programme épais comme ça, puis on dit, on veut faire ça. Bien, ça bouscule un peu. Puis donc, nous, on a refait toute la gouvernance pour que les comités, commissions aient plus de force, les présidents de commission suivent plus de dossiers, le maire prenne plus de place dans certaines choses. L'exécutif, on s'est donné un président d'exécutif pour qu'il suive des dossiers de plus proches. Pas parce qu'on n'a pas confiance des fonctionnaires, c'est parce que c'est nous qui rendons des comptes par rapport à un programme qui couvre à peu près tous les aspects de la vie humaine. Et donc, le leadership qu'on a repris, pour moi, c'est les citoyens qui l'ont repris. Puis encore une fois, ce n'est pas un blâme contre les fonctionnaires, c'est qu'on passe de vélocité ou d'administration à vrai gouvernement. Ouais. Quand le gouvernement arrive à Québec, là, ils n'attendent pas que le sous-ministre soumette un programme. Là. Eux, ils arrivent, ils donnent le programme au sous-ministre, puis ils disent « OK, c'est ça qu'on fait pour les 4 prochaines années. » Nous, c'était un peu l'inverse. Mais vous n'avez pas peur, en restant là-dedans, de trop supprimer le rôle de l'administration dans l'élaboration des projets, puis de passer d'un extrême à un autre, que ce soit juste l'administration à juste le politique. Vous n'avez pas peur que ça crée une sorte de déséquilibre qui ne serait pas sain dans l'administration? Ben d'abord, on a du chemin à faire avant de rééquilibrer de l'autre bord. Puis on n'a pas les compétences. T'sais, moi, j'ai besoin de la fonction publique. Moi, j'ai beau dire que je veux faire des rues conviviales qui intègrent mieux les vélos, les piétons, les poussettes, etc. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai un objectif politique qui est bien déterminé par un parti qui réfléchit beaucoup. J'ai regardé ce qui se fait dans les autres villes. Je donne un document d'une page et demie qui est le principe que je veux atteindre, mais après ça, eux, ils partent avec le ballon. Fait que je pense pas qu'il y a d'excès. Puis je vais dire quelque chose qui est peut-être choquant, là, mais l'élu, là, il a un droit inaliénable de faire des conneries. Parce qu'il a mis sa face sur un poteau, il était élu, puis il a la légitimité. Ouais. Le fonctionnaire a beau me dire, tant qu'il veut que c'est pas correct ce que je fais, là, l'élu, il a été élu pour faire ça. L'élu a le droit de faire des conneries, puis s'il l'a fait, il doit l'assumer, puis il va être jugé. Il doit l'assumer. C'est pour ça que ce qui compte pour se protéger contre les excès de politique, disons, là, ou de politique aérienne, c'est les processus démocratiques et la transparence. Ben moi, si je veux faire une connerie, j'ai le droit inaliénable de la faire, mais moi le faire en public, ça va passer à une commission en public, ça va passer au conseil en public, puis il va y avoir des médias à chacune des étapes. Il y a des bonnes probabilités que je change d'idée si c'est pas bien intelligent, mon affaire. Et moi, j'aime mieux le risque qui vient avec un politicien qui fait des excès que le risque qui vient avec une administration publique qui contrôle tout. Parce que là, c'est pas de la démocratie, là. Ça ne marche pas, là. Ils n'ont pas la légitimité, là. Tu sais, dans une catastrophe, pour revenir aux catastrophes, c'est ma tête qui est sous le bio, là. Ouais. Fait que c'est moi qui autorise certaines affaires parce que c'est moi qui vis avec. Je vais donner un exemple un peu spectaculaire, mais est-ce qu'on force l'évacuation ou non des sinistrés? Si on force l'évacuation des sinistrés, ils ne sont plus dans leur maison, donc ils ne sont plus capables de mettre de gaz dans la pompe, donc ils perdent leur maison parce que l'eau monte. Si je ne les force pas à sortir, est-ce qu'il va y avoir des pertes de vie humaine? Mes pompiers y vont, donc les pompiers sont à risque, eux peuvent être imprudents, puis la maison s'écroule sur eux, puis là, moi, je ne suis plus capable de dormir le restant de mes jours. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un à quelque part, puis dans ce cas-là, c'est clairement le maire là, qui tranche à la fin, qui dit on force l'évacuation, oui ou non. Ben moi, je veux avoir toute l'information, je veux parler à tout le monde, c'est pas vrai là, que c'est le directeur des pompiers qui va décider. Là. Lui, il est pas. Moi, ma première job, c'est de m'occuper de mon monde. Après que tu es élu, là, tu peux parler de programme, de bien des belles affaires. Mais la première chose, c'est de protéger ta population. C'est à ça que ça sert très fondamentalement une ville. Ben ça veut dire qu'il faut que ce soit l'élu qui mène. Parce que c'est sa responsabilité, c'est sur ses épaules. Mais vous ne croyez pas que l'administration, certains cadres de l'administration qui ont peut-être plus d'expérience dans le contexte municipal, qui évoluent comme fonctionnaires depuis plus longtemps, qui ne seraient pas peut-être mieux outillés pour prendre ce genre de décision-là parce qu'ils connaissent mieux l'appareil organisationnel? Le problème, c'est de prendre la décision dans la question. Ils sont mieux équipés, je
dirais la plupart du temps, sinon toujours, pour faire des bonnes recommandations. Mhm. Mais d'abord, ils n'ont pas toutes la même recommandation. Mhm. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont gelés parce qu'ils trouvent ça trop gros. C'est juste trop gros pour. Ça fait qu'on ne tient pas pour acquis qu'ils sont tous impeccables, mais ils ont une expertise que j'ai pas, puis un maire ou une mairesse, la moindrement intelligent, là, va reconnaître qu'ils ont une expertise qu'ils n'ont pas, puis il va lire la recommandation. Mais à la fin... C'est le maire qui va prendre la décision. C'est l'élu qui va prendre la décision. Comme on n'évacue pas. Moi, je regarde le chef des pompiers, puis je dis, vous écoutes-tu quand vous leur dites qu'il est temps de sortir? Il dit, pour l'instant, ils m'écoutent. Bon, mais tant qu'ils vont vous écouter, on ne les forcera pas à sortir. Donc, ceux qui sentaient que leur maison était fragile, ils sortaient. Mhm. Fait que moi, je refusais de forcer, alors que j'ai certains adversaires politiques qui disaient non, on déclare les mesures d'urgence, on fait comme Rigaud. Ouais, on fait comme Rigaud, mais il y a du monde qui a perdu leur maison parce qu'ils faisaient comme Rigaud. Ouais. Alors que nous, on a réussi. Mais ça, c'est que moi, je pense que je les ai bien écoutés. Mhm. Eux, ils étaient bons, mais à la fin, c'est le politicien qui tranche. Vous parliez de gouvernance tout à l'heure, puis du changement de mentalité qu'il doit avoir au niveau de l'administration. Vous n'avez pas peur que même si c'est un processus qui va être plus démocratique avec des commissions, avec des relations publiques, est-ce que vous n'avez pas peur que d'ajouter des élus dans l'équation, puis peut-être dans la période transitionnelle entre la consultation complètement citoyenne et la période précédente où c'était vraiment purement l'administration, vous n'avez pas peur qu'il y ait peut-être une certaine ingérence des élus dans certains dossiers où ça ne les concernerait pas, c'était peut-être plus des dossiers de fonctionnaires? Oui, c'est un des dangers. C'est un des dangers réels. On en a beaucoup parlé dans la dernière année, alors c'est pour ça que c'est une question, je trouve, qui est valable pour, dans le contexte actuel. Oui, tout ça, c'est pas tout ou rien. On est vraiment dans une zone grise parce que pour que l'élu prenne une bonne décision, il doit connaître le dossier quand même assez en profondeur. Là où il se met à déraper, c'est quand il se met à décider quel type de chaise on va acheter dans le service parce que c'est moi le boss, c'est moi qui décide quel type de chaise, alors je connais rien là-dedans. Ça devrait être infrastructure, ressources humaines, etc. Fait qu'il y a un dialogue constant qui doit être fait dans le cas d'une ville entre la direction générale et le maire. Pour que s'il y a un élu qui exagère, s'il y a un élu qui s'ingère, là on regarde, OK, c'est une ingérence ou c'est une volonté de... Par exemple, le maire, pour moi, au sens de la loi, il n'y a à peu près pas d'ingérence possible parce que tu es le chef de l'exécutif. Par contre, tu peux les empêcher de travailler à force de poser des questions, faire ça. Fait qu'il y a c'est pour ça que le duo maire-direction générale est vraiment important pour éviter ces dérives. Puis vous n'avez pas peur aussi que la façon dont vous avez positionné justement cette relation-là, maire-direction générale, que vous ayez donné un certain rapport de force au maire, que le maire ait peut-être plus d'autorité sur la direction générale dans ce cas-ci, et que ça lui permette de faire des choses qui seraient peut-être plus controversées. On pense au dossier de la DG qui a animé la dernière année. C'est-à-dire que moi, c'est un des objectifs, c'est que le maire ait le vrai pouvoir. Je ne m'en cache pas du tout, c'est lui l'élu. Puis la direction générale, c'est son employé. Ça fait que quand le maire dit, puis je dis le maire, puis il faudrait que je nuance, là, quand le conseil, des fois c'est l'exécutif, des fois c'est le maire, des fois c'est le conseil, dit on s'en va par là, bien on s'en va par là. Puis si la personne ne veut pas qu'on s'en aille par là, bien qu'elle change de job, là, parce que les élus, c'est les dirigeants. Puis pour moi, ce rapport de force-là, dans les anciennes villes, puis dans le municipal traditionnel, n'est pas à la bonne place. C'est souvent la direction qui mène la ville au complet. Puis ça, pour moi, c'est un déficit démocratique. Mais vous ne croyez pas que la direction, qui a peut-être une meilleure expertise, comme je reviens à mon exemple de tout à l'heure, qui a plus d'expérience dans le domaine, qui connaît vraiment mieux le processus organisationnel, croyez pas que la direction ne devrait pas avoir une place qui est semblable, peut-être d'égal à égal, moins, pas nécessairement comme dans les anciennes villes où c'était la direction qui disait quasiment au maire quoi faire, mais que la direction a au moins un droit de regard sur toutes les activités qu'il va se faire à ce niveau-là. Ça dépend des mots qu'on utilise. C'est pas d'égal à égal quand il y a un patron puis un employé. Oui. Un patron puis un employé, pour moi, ça, il y en a un qui réalise la volonté exprimée par le patron. Là où on est dans la zone dont vous parlez, je crois,
c'est qu'il faut que la direction puisse donner un avis professionnel en disant ça, là, comme professionnel qui a de l'expérience, des compétences, je vous dis ça n'a pas de bon sens. Moi, pas de problème avec ça. Ils donnent l'avis, ils l'écrivent, puis ça va. Mais il n'y a pas d'égal à égal. Il y a le patron, puis il y a l'employé. Puis quand ça, c'est pas clair, ça va pas bien. Puis c'est ça que quand on a réformé la gouvernance, on a essayé de clarifier. Même l'avis des fonctionnaires, moi, quand tu es au fédéral, l'avis du fonctionnaire, l'avis que le sous-ministre donne à son ministre, là, quand il y a une élection, le nouveau ministre n'a même pas le droit de savoir quel est l'avis que le sous-ministre a donné à l'ancien ministre. C'est secret. Nous, souvent, l'avis des fonctionnaires, il est comme dans le journal. Ça veut dire que mon adversaire politique, ça devient mon propre fonctionnaire, donc mon employé. C'est ça qu'on a essayé de corriger, de dire non, les élus, là, assumez-vous. On s'en va par là ou on s'en va par là, vous faites un choix, mais c'est vous qui portez le choix. Les fonctionnaires nous aident à aller, nous disent comment aller à cet endroit-là. Puis ils peuvent donner un avis en disant ça n'a pas de maudit bon sens, mais souvent c'est faire de la politique que dire ça. Tu sais, augmenter les taxes de 25 %, là, admettons. Non, c'est ça, ça serait complètement. C'est un choix politique. Ça serait complètement absurde. Politiquement, ça serait absurde, mais économiquement, le ça serait peut-être une bonne fonctionnaire, lui, façon. ce qu'il dit, ça va nous donner, je ne me rappelle pas par cœur, mais ça va nous donner, je ne sais pas, 100 millions de revenus, puis on va être capable de faire ça avec. Mais si tu approprié ou non, c'est pas vraiment de ses affaires, en fait. C'est de ses affaires comme citoyen de la ville, mais professionnellement, une augmentation de taxes, c'est un choix politique pur. On peut le mettre à 0, on peut le mettre à moins 10, on peut le mettre à plus 40. C'est pas un enjeu technique. Il y a des conséquences. Si on le met à moins 10, il faut mettre du monde dehors. Si on le met à plus 40, ça va chialer. On est mieux d'avoir bien du monde au service des communications. Mais c'est là où j'ai essayé de préciser le rôle des uns et des autres. On va passer à une prochaine question parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est pas mal ma dernière question pour ce segment-ci de l'entrevue. Si on parle de votre avenir, est-ce que vous avez des projets futurs parce que vous quittez la vie politique municipale? Est-ce que c'est quoi vos prochains projets? Puis est-ce qu'on va peut-être vous revoir en politique dans les prochaines années? Moi, je me fais poser cette question-là par tout le monde. Ça doit être la question actuellement. Je sors du bureau. Puis j'ai pas de réponse simple. D'abord, j'ai trop de projets dans la tête. J'ai pas tant le goût de faire de la politique à court terme. Comme bien des politiciens, je ferme pas la porte parce que je le sais pas. Je le sais que je suis quelqu'un de très politique. C'est le genre de choses qui... c'est des gens qui sont des menuisiers puis qui vont faire de la menuiserie toute leur vie. Moi, je sais qu'il y a un bout de ça qui va... Puis vous en avez fait presque toute votre vie aussi, de la politique? Une bonne partie. Ça fait que je ne sais pas si j'y reviendrai, mais à court terme, ça ne me tente pas tellement. J'ai plus le goût d'aller à la chasse dans les prochains jours. Avec l'été passé aussi. Non, l'été passé, c'était canot camping. 23 jours de canot avec mon garçon. Ça avait l'air très intéressant comme aventure. J'ai suivi ça un peu. Fait que j'ai le goût de me reposer un peu. J'ai le goût d'écrire. Peut-être d'enseigner? Plus tard. Peut-être plus à long terme. Je ne vais pas manquer de respect à l'université, mais j'ai le goût d'aller à l'université plus tard. J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais, par exemple, moi, dans les choses qui me font rêver, c'est pas tout le monde qui rêve à ces affaires-là. Je sais que je suis plate, mais tu sais, genre la commission Pedneau-Jobin sur une réforme du monde municipal. Je comprends les états généraux de l'immigration. Des choses comme ça, j'aimerais beaucoup ça contribuer des rôles un peu plus, peut-être moins politiques, engagés, un peu plus... En fait, très politique, mais pas pas partisan. Moins partisan, plus indépendant. Mais j'aime pas ces mots-là. Ah non, c'est ça, non pas indépendant dans le sens d'un conseil indépendant dans le sens de pas de membre d'un parti, mais pas un élu. Tu sais, quand tu es un élu, il faut que tu gères ton comté, il faut que tu gères ton ministère, il faut que tu sois dans une grosse équipe qui fait plein d'affaires. Alors que si on me donnait une mission en disant, OK, l'immigration, par exemple, c'est un sujet qui m'intéresse. L'immigration, là, le débat présentement est un peu bébête sur en veux-tu plus ou moins. Alors que c'est pas ça, là. C'est comment les gens qui arrivent ici... Comment on les accueille? Est-ce qu'on se sent menacé? Est-ce qu'eux autres, ils se sentent menacés? Comment on fait pour qu'ils s'entendent bien dans le quartier? Comment on a besoin d'eux pour faire fonctionner? Dans le sens qu'on veut. Ça, c'est des vastes questions que j'aimerais traiter, mais
plus, tu sais, dire au gouvernement, OK, on fait un vaste exercice, moi je vous donne un livre blanc qui dit voici ce que vous devriez faire. Selon la consultation, pas juste selon moi, là, mais selon la... Un peu plus dans un rôle de conseiller qu'un rôle d'élu conseiller, animateur, négociateur, je ne sais pas comment appeler ça, mais un rôle d'élu, là, j'ai fait ma part pour un certain temps. Là. Pensez-vous restez-vous dans la région? Toujours. Toujours? Je suis né à Buckingham, je vais mourir à Buckingham. Le plus tard possible. C'est ça, le plus tard possible. Ouais, je comprends Moi, je suis même en train d'aménager ma maison. Moi, les gens me posent cette question-là parce que j'ai une vie personnelle un peu particulière. Ouais, ça fait 20 ans que mon épouse habite à Montréal. Ouais. Mais on a une belle vie. On a fait 3 enfants. Puis même ça a commencé avant qu'on se marie parce qu'on s'était mariés et on n'avait jamais habité ensemble. Puis je vois pas pourquoi ça changerait. T'sais, on va se voir un peu plus, mais moi, j'aime Buckingham, mais elle aime Montréal. Puis on s'entend pas là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est un petit sujet de débat. Ben oui, ben on l'a réglé. On a dit, ben on va faire un nouveau modèle. Ouais. Puis, fait, moi, en fait, j'aime pas tant la question parce que je pense que j'ai démontré dans les 53 dernières années qu'une des causes de ma vie, c'était l'Outaouais. C'était vraiment l'Outaouais, Gatineau, puis même ça changera pas. Là. Buckingham en tant que quartier, qui est plus à votre cœur. Fait que si j'avais eu à déménager, j'aurais fait ça il y a longtemps. Ma vie ça aurait déjà été beaucoup fait. Plus simple. Alors, c'est ça pour cette partie de l'entrevue. On va juste prendre une petite pause, puis après ça, on va recommencer sur les cœurs de centre-ville.